Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Et si Dieu aussi devrait augmenter le prix de l'air que nous respirons? Et si le mystère du sommeil et du réveil serait désormais fracturé? Face à la crise des prix des produits de première nécessité, en particulier ceux de luxe en général, on peut légitimement se poser cette question. Puisque l'homme est la mesure de toute chose ou presque, l'homme va-t-il continuer par revoir au quotidien les prix sur les marchés du monde et ceux du Togo? Les prix des marchés du Togo sentent le scandale. Ceux du gaz butane viennent de connaître une montée sans précédent, un record historique de près de 80%. Ils sont sous l'effet des critiques des familles. En vérité, les marchés sont-ils eux seuls responsables de la difficile conjoncture? Il en est de même des autorités. Ont-elles une part de responsabilité dans l'envolée des prix et l'extension des poches de pauvreté? Vu de l'opposition, les solutions existeraient pourtant. Cette semaine, ce sont les forces démocratiques pour la République qui ont écrit, je cite, « C'est pour lutter contre cette pauvreté et permettre à toutes les localités de se prendre en charge que la Constitution togolaise a créé des collectivités territoriales pour s'administrer librement par des conseils élus au suffrage universel avec pour mission la programmation et l'exécution des actions de développement d'intérêt local. » Fin de citation. Est-ce suffisant pour assurer un développement plus inclusif et protéger la jeunesse des sirènes portées notamment par les terroristes ou les djihadistes? 10 jours après les échanges pouvoir et opposition à la primature, l'Union sacrée est en train de dandiner. Si tous les acteurs reconnaissent la nécessité de se mettre ensemble pour faire échec aux assaillants terroristes, il lie le succès de la lutte à des revendications que souligne en grand la lutte contre le terrorisme et la nécessité du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'Alliance nationale pour le changement ANC ne découlait pas. La ANC dit saisir l'occasion pour dénoncer et condamner fermement les entraves posées par les pouvoirs publics au libre exercice des activités des partis politiques de l'opposition et notamment les interdictions intempestives et discriminatoires de leurs manifestations publiques pacifiques sous de fallacieux prétextes de sécurité et d'ordre public. Pour maintenir cet ordre public, les forces armées ont besoin de bras valides. Pour le compte de l'année 2023, l'État-major général lance un concours de recrutement dédié prioritairement à la protection du territoire national. Les forces armées du Togo apportent depuis quelques années le concours à la sécurité des pays tiers, notamment le Mali. Ces derniers jours, le Togo lui apporte aussi son assistance diplomatique. Le Togo s'active à faire libérer 49 soldats ivoiriens détenus à Bamako. Sur le sujet, les Nations Unies ont échangé cette semaine avec le chef de l'État à Lomé II. Les autochtones de Lomé, Bé, Agouenivé et Aflaou, eux, ont lancé les festivités de Dounénions en 2022. Les prières ont été dites tout ce week-end. C'est le président des forces démocratiques pour la République, Maître Dodi Apevon, qui est notre invité du jour. Les numéros du D12 sont 96 50 34 37 et puis sont 10 43 09 70. La mise en onde est assurée par Romaric Freitas. Maître, bonjour. Bonjour, Pierrot. Et votre dimanche? Mais ça se passe comme tous les dimanches au Togo, dans l'amorosité. Pour vous aussi? Mais pour moi aussi, je suis quoi? Je fais partie de la masse. Est-ce que moi je suis différent de tous les autres Togolais? Il y a cette question, quand vous dites que vous vous demandez si vous faites partie ou bien si vous êtes différent des autres Togolais, il y a ce constat qui circule dans les rues depuis quelque temps, à savoir que l'argent ne circule plus. C'est ce que j'ai encore entendu abondamment ces derniers jours, l'argent ne circule plus. Est-ce que vous sont passés les billets de banque? C'est ça la question. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà entendu vous aussi? Ben oui, l'argent ne circule plus et chacun l'a constaté au Togo. L'argent ne circule plus parce que pour que l'argent arrive à une destination, il faut que ça passe par des circuits. Lorsque vous êtes producteur de quelque chose, quand l'argent arrive chez vous, afin que vous puissiez le transmettre à quelqu'un. Moi, je suis avocat. Lorsque un client vient me constituer, réellement, le client a besoin de mon service. Il en a cruellement besoin. Mais parfois, lorsque vous lui demandez une petite provision de 100 000, il se met à crier. Il négocie. Et il te dit, bien sûr, les 100 000, bon, je ne peux vous apporter pour le moins que 40 000. Alors que 40 000, il faut que tu ailles payer les frais d'huissier pour aller faire l'assignation et tout ça. Donc ça dit que bon, nous avons énormément de problèmes. Chacun a des problèmes dans ce pays. Même les avocats ont des problèmes, c'est effectivement ce qu'on a compris de votre développement. Mais vous n'êtes pas que avocat, vous êtes également président de parti politique. On ne sait pas si dans ce siècle-là, l'argent circulerait mieux. Mais je ne sais pas, moi je ne suis pas auprès de l'argent.
ceux qui sont auprès, ceux qui gouvernent le pays, peut-être, c'est à eux que vous devez poser cette question. Et tout le monde sait aujourd'hui qu'à ce niveau-là, il y a énormément de gens qui s'enrichissent d'une certaine manière dans le pays, alors que la grande partie vit dans la misère. Donc c'est ça qui fait que la distribution ne se fait pas. Parce que pour que tout le monde vive bien dans ce pays, il faut quand même que les choses soient faites de telle manière que l'argent, les ressources du pays puissent profiter par des secteurs différents à tout le monde. Vous prenez les enseignants aujourd'hui, vous prenez tous les travailleurs du secteur, etc. La manière dont ils vivent aujourd'hui, ben, c'est-à-dire que tout le monde tire le diable par la queue. Or, lorsque le fonctionnaire est bien payé, la ménagère va avoir une possibilité d'aller au marché pour aller faire ses emplettes. Celle qui va au marché va avoir la possibilité de récupérer de l'argent pour aller le transmettre à d'autres. C'est pour ça, comme ça, que l'argent circule. Mais si tout le monde se plaint aujourd'hui, en tout cas tous ceux qui doivent profiter de la richesse nationale se plaignent, eh bien, il faut se demander où se trouve l'argent. Et il faut aller poser la question à nos gouvernants. Comment il faut que tout le monde est aujourd'hui dans la misère, tout le monde se plaint dans ce pays. Un pays ne peut pas continuer à vivre comme ça, comme on le fait aujourd'hui, et pour penser à un développement. Si les gens ne vivent pas, tout le monde se plaint, tout le monde est malheureux. Regardez le visage de tous les Togolais aujourd'hui, tout le monde est malheureux dans ce pays. Alors, comment est-ce que ceux qui sont malheureux à ce point-là peuvent parler de développement? Et il faut avoir la paix du cœur, il faut vivre dans sa maison, trouver au moins le minimum vital pour penser à autre chose. Mais si tout le monde est dans la misère, comment on fait? Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Et ça date de très longtemps déjà. On l'a décrié, on a supplié, on a crié. Et le chef de l'État lui-même l'a reconnu, qu'il y a une minorité qui est là-bas, qui profite des richesses nationales. D'autres sont dans la misère. Mais comment on a fait depuis ce moment, depuis qu'il a fait cette déclaration jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait pour permettre aux plus miséreux, aux plus démunis, de pouvoir profiter justement des ressources nationales? Ça, c'est la grande question qui est posée aujourd'hui à nous tous. Et surtout à lui. Oui, à lui, qui est président devenu président du Togo. Mais vous êtes président de FDS, sans doute que vous militants, et vous soumettez un certain nombre de doléances par ces temps difficiles. Comment est-ce que vous arrivez à traiter ces différentes doléances? Ah ouais, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Parce que pour permettre de résoudre ce que vous dites là, les doléances des militants, ben, il faut que moi aussi, puisque je ne vis que de mon métier, alors il faut que j'ai des honoraires, que je puisse avoir une partie des honoraires pour saturer d'abord les besoins de ceux qui travaillent avec moi, les besoins de ma famille, avant de penser justement aux militants qui me sollicitent. Mais il arrive des moments où la sollicitation arrive, mais tu n'es pas en mesure de la satisfaire. Dans cette conjoncture difficile, est-ce qu'il vous arrive par moment de penser à abandonner? C'est-à-dire que vous êtes avocat, c'est vrai, mais vous êtes en même temps président de partis politiques et les militants de vos partis vous soumettent un certain nombre de doléances, comme je l'ai dit tantôt, mais au-delà de ça, vous pensez que le pays a des difficultés et en tant qu'acteur public, il va falloir émettre des idées. Est-ce qu'il vous arrive de penser à abandonner? Non, c'est-à-dire qu'abandonner, non. Ce n'est pas, je ne peux pas parler d'abandonner, je n'abandonnerai jamais. Je me suis engagé dans cette lutte-là comme un sacerdoce pour moi. J'ai dit, il y a des gens qui ne peuvent pas parler. Nous sommes les porte-parole de ceux qui sont sans voix, qui ne peuvent pas parler. Alors, lorsqu'il arrive un moment où vous abandonnez, alors ceux au nom de qui vous êtes engagés en politique, ils feront quoi? Alors, la situation sera encore plus dramatique. C'est vrai qu'on ne nous écoute pas aujourd'hui. Nous crions comme des gens seuls dans le désert. Mais le jour où nous dirons dans ce pays que nous, qui sommes au devant de la scène aujourd'hui, qui sommes les porte-voix des autres, et nous sommes aussi atteints par ce découragement, au point que nous décidons d'abandonner, alors là, tout est foutu. Or, ceux qui gouvernent aujourd'hui, c'est ce qu'ils recherchent. Que tous ceux qui sont aujourd'hui en opposition et qui contestent ce qu'ils font, la gestion calamiteuse qu'ils font du pays, que tout ce monde-là arrive un jour à dire, ben, ça suffit, j'abandonne. Alors, lorsque vous abandonnez, ben, ils vont aller boire du petit lait, parce que c'est ce qu'ils recherchent. Vous vous abandonnez, ce n'est pas ça qui va leur permettre demain de prendre conscience pour dire, ah, ces gens-là, ils ont abandonné, qu'est-ce que nous faisons? Au contraire, ils recherchent justement que vous vous taisiez à jamais.
parce que tous les actes qu'ils posent aujourd'hui concourent à cela, que tout le monde se taise et qu'ils aient la possibilité d'avoir la même mise sur tout le pays, sur tous les citoyens du pays. Mais on n'abandonnera jamais. Mais il arrive des moments où on s'interroge. Ben, on s'interroge parce que c'est comme un mythe de Sisyphe. Vous avez l'impression que vous portez la chose à un niveau donné et puis vous dégringolez, vous recommencez, vous dégringolez. Alors, il arrive des moments où vous posez la question, mais que diable suis-je allé te chercher dans cette galère? Il arrive, c'est humain, ce que je dis là. Mais cette difficulté ne peut pas nous amener demain à dire ben, nous renonçons au combat, on ne renoncera jamais, quel que soit ce qui va arriver demain. Je ne sais pas ce qui vous est rapporté de l'extérieur. On sait que la crise que nous vivons, c'est une crise planétaire. L'argent ne circule pas non plus dans un certain nombre de pays. Je ne sais pas si le cas spécifique du Togo est beaucoup plus grand que ceux des autres pays, mais vos contacts à l'extérieur, qu'est-ce qu'ils disent? Comment est-ce qu'eux vivent la situation? Oui, c'est-à-dire que la crise que le monde vit aujourd'hui, la vie chère, ce n'est pas seulement au Togo qu'on le constate. La vie chère partout aujourd'hui, en fonction de certain nombre d'événements, de phénomènes qui sont arrivés, la pandémie, la guerre de l'Ukraine, dit-on, et tout ça. Mais les autres pays, au moins, cherchent à trouver solution à ce qui arrive. Parce que le gouvernement, lorsqu'il décide un jour de prendre les rênes du pouvoir dans un pays donné, il s'est engagé, quoi qu'il arrive, à aider les concitoyens à vivre mieux, à trouver solution à leurs difficultés. C'est ça l'engagement que le gouvernement a pris. Personne n'a forcé un gouvernement à aller se présenter demain devant les concitoyens pour dire « je veux gouverner le pays ». Mais si vous prenez cet engagement, c'est-à-dire que vous l'avez pris en votre âme et conscience. Et quand le moment vient de trouver solution aux difficultés des concitoyens, il faut y arriver. C'est comme un père de famille. Lorsque vous êtes un père de famille consciencieux, vous faites des enfants, c'est vrai que vous avez des difficultés, mais vous devez tout faire pour que votre enfant à la maison mange. Vos enfants à la maison, même si vous devez rester à jeun, l'enfant doit manger. Lui, il a envie de manger. C'est ça, le père de famille, la responsabilité d'un père de famille. Le père de famille, le chef de l'État, les dirigeants sont comparables au chef de famille. Eux, ils doivent tout faire pour que les difficultés qui arrivent, justement, à ceux qui gouvernent, ces difficultés-là, puissent trouver solution. Mais si on a l'impression aujourd'hui que nous sommes dans la difficulté, mais on a l'impression qu'ils s'en foutent un peu, et que bon, ben, quel que soit ce qui va vous arriver, ce n'est pas leur affaire, et les gens continuent à faire des affaires juteuses, à s'enrichir, et que vous, ben, bon, débrouillez-vous. Et si c'est comme ça, alors c'est ça qui entraîne aujourd'hui la colère, tout ce que vous constatez au niveau des concitoyens. J'espère qu'on ne peut pas dire aussi que, ou je pense qu'on ne peut pas dire aussi que les autorités sont insensibles à ce qui se passe dans le pays, puisqu'elles ont pris un certain nombre de décisions où ils ont pris un certain nombre de décisions qui, pour certains, n'ont pas encore impacté véritablement la situation économique du pays. Mais quelque part, est-ce que les autorités ne peuvent pas être aussi excusées du fait que personne n'a prévu, par exemple, la Covid, personne n'a prévu la guerre entre l'Ukraine et la Russie, et que là, le gouvernement s'active même s'il a des difficultés. Est-ce que quelque part, on ne peut pas aussi comprendre notre situation de cette façon-là? Oui, mais vous savez, Pierrot, c'est-à-dire que moi, ça me fait de la peine aujourd'hui. Lorsqu'on dit pandémie, Covid, personne ne l'a prévu. Ça, on peut le dire. Mais la guerre de l'Ukraine, que des Africains disent aujourd'hui que c'est à cause de la guerre entre l'Ukraine et la Russie que nous ne pouvons pas manger à notre faim, mais ça me paraît totalement ridicule. En Afrique, aujourd'hui, nous avons la capacité, depuis que nous avons pris nos indépendances, nous avons la possibilité de travailler dans notre pays pour être autosuffisants alimentairement. Nous avons des terres, et nous avons des bras. Mais on ne met jamais ces choses-là à profit. On ne met pas les gens au travail. On a l'impression qu'on s'amuse un peu. Et puis le mois vient, on dit, ah, c'est parce qu'il y a eu une guerre en Ukraine,
et que nous n'avons pas de blé, nous devons aller négocier. Des chefs d'État se déplacent même pour aller là-bas, pour dire, mais libérer le blé de l'Ukraine pour que nous puissions manger. Mais c'est totalement ridicule. C'est totalement aberrant. Quand on voit ça, c'est comme les Africains sont toujours des enfants. Ils veulent toujours être traités comme des enfants, des bambins. Et nous sommes à la merci des autres. Nous sommes des quémandeurs. Alors, à quand nous deviendrons indépendants nous-mêmes? Nous sommes à la merci de l'Occident. Nous avons été colonisés. Mais après, lorsque le colon est parti, si nous ne sommes pas animés par réellement une intention juste d'être des collabos du colon, on aurait pu prendre des dispositions idoines pour mettre nos concitoyens au travail, mettre le pays debout en produisant de la richesse. Et de la richesse qu'on va redistribuer à chacun par les secteurs les plus cruciaux de la vie de notre pays. Mais lorsqu'on ne fait pas les choses, ou on le fait juste comme des gagés politiques, on crée ceci, demain on crée un autre, on va ceci, ça ne marche pas, on crée d'autres. Mais c'est ça justement de l'amusement. On a l'impression que, bon, le pouvoir c'est juste pour faire du display, comme les enfants le disent. Non, nous avons besoin aujourd'hui de nous remettre sérieusement en cause. L'Afrique doit se remettre en cause, le Togo doit se remettre en cause. Les dirigeants de nos pays doivent se remettre en cause. Qu'est-ce que nous avons fait de nos 60 ans d'indépendance? Qu'est-ce que nous avons fait? Oh, diable! Vous pensez que c'est une opportunité finalement? Mais c'est-à-dire que si on ne la saisit pas, qu'est-ce que nous ferons demain? Si on ne saisit pas cette opportunité pour dire, mais pour nous remettre en question, pour demain, pour l'avenir de nos enfants. Mais gouverner, c'est au moins faire le bonheur non seulement de ceux qui sont là aujourd'hui, mais ceux qui viendront demain. Traçons la voie au moins pour ceux qui vont venir demain. Lorsque nous faisons du surplace, nous jouissons seulement du pouvoir. Nous sommes là juste pour jouir du pouvoir. Nous ne traçons pas d'avenir pour nos enfants. De quoi demain sera fait? Alors c'est pour ça que je dis, ce qui se passe aujourd'hui, c'est une opportunité qui nous est donnée pour nous remettre véritablement en cause. Pour dire, mais qu'est-ce que nous faisons? Comment nous nous remettons en cause pour remettre ce pays au travail? Mais parce qu'il y a des bras, il y a des terrains, il y a des terres. L'agriculture doit être une priorité pour nous aujourd'hui. Mais qu'est-ce que nous faisons en matière d'agriculture aujourd'hui? Qu'est-ce que nous faisons? On a des projets, on écrit des projets, on parle de ceci. Mais c'est-à-dire que tout ça là n'est pas mis en application. Alors tout ça là, ça devient du slogan. C'est ce que moi j'appelle du slogan. Faire du surplace. Voilà. Nous sommes là à évoquer la question de la circulation de l'argent, de la difficulté des Togolais à avoir les 3 repas par jour, à s'épanouir quand vendredi nous avons lu des notes d'un certain nombre de sociétés distributrices de gaz, butane, décider ou annoncer des augmentations des prix. Certaines de ces augmentations tournent autour de 80% et personne n'a compris. Et certains sont en colère. Mais ils ont le droit d'être en colère. Nous parlons depuis un certain moment de la vie chère. Alors, tous les concitoyens aujourd'hui espèrent que devant ce phénomène de la vie chère, ils espèrent que le gouvernement prendra des décisions les plus sérieuses pour réduire justement l'augmentation exponentielle des prix des produits de première nécessité. Mais au lieu de cela, nous constatons que le gouvernement prend plutôt des mesures d'augmentation des prix d'un certain nombre de denrées, et qui a pour conséquence l'augmentation des prix de ces produits de première nécessité. Lorsqu'on augmente le prix de l'essence, ça a une répercussion sur le prix du transport. Ça a une répercussion directe sur le prix des denrées. Parce que le conducteur, qui prend son véhicule pour aller chercher le maïs quelque part à Djengré ou autre, ou l'igname, quand il revient, la commerçante qui va chercher ces produits-là tiendra nécessairement compte du prix, justement, du transport. Le conducteur, compte tenu de l'augmentation du prix de l'essence, ne va pas vous transmettre au même prix alors que l'essence a augmenté. Or, en quelques mois, on a assisté au moins
à 2 augmentations du prix de l'essence dans notre pays. Et vous venez de nous parler du prix, de l'augmentation du prix du gaz. Le gaz qui est à 6 500, mais on parle aujourd'hui de 11 000, je ne sais pas, 300. 300. Alors que le gaz, l'encouragement qu'on fait aux populations pour utiliser le gaz, c'est pour lutter contre la déforestation. Avant, les gens allaient dans la forêt, couper du bois, faire le charbon de bois et tout ça. Mais nous avons constaté que ça crée un problème sérieux, justement, à l'environnement. Alors, si la personne n'a pas les 11 300 pour aller acheter son gaz, mais s'il a un champ quelque part, il y a deux manguiers ou 3, je ne sais pas quoi, rogniers, mais il va plutôt aller les couper pour faire son charbon de bois. Mais, et c'est ça qui est alarmant pour notre pays. C'est alarmant parce que nécessairement, lorsqu'on augmente le prix de ce gaz, vous allez voir que le niveau où les produits, le prix des produits se trouvait aujourd'hui, vous allez peut-être demain au marché, vous allez constater que ce prix va flamber. Et on nous annonce d'ailleurs que l'augmentation du prix de l'essence là ne s'arrêtera pas là, que bientôt que ça va aller plus loin. Et la question que nous nous posons, comment les autres pays de la sous-région, tu prends le Bénin, tu prends les autres pays, la Côte d'Ivoire, comment eux ils font, le Ghana, comment ils font pour stabiliser ces prix-là, malgré tout ce qui se passe en Ukraine, malgré la Covid, comment eux ils font, et nous ne pourrons pas faire, nous. Qu'est-ce qu'eux ils font que nous ne pourrons pas faire? Alors, le citoyen qui est déjà fragilisé, parce que la gestion du pays a fait que les gens sont totalement en difficulté économiquement. Mais si en dehors de cette difficulté endémique qui est dans notre pays, les difficultés de la vie chère viendront aussi ajouter, alors comment voulez-vous? Vous n'êtes pas surpris que de temps en temps vous avez des cas de suicide dans notre pays? Ce n'est pas désespérance. Les gens disent, un père de famille qui dit, mais je ne sais plus ce que je dois faire. Comment je vais faire pour nourrir mes enfants? Mais il va aller se mettre la corde au cou. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Mais c'est ça. C'est des situations extrêmes. Donc, je pense, et quand on lit les déclarations que vous avez faites cette semaine, vous avez fait un certain nombre de propositions. Mais dans l'urgence, comme des discussions qui ont eu lieu ou des échanges qui ont eu lieu récemment autour de la lutte contre le terrorisme, est-ce que vous pensez qu'une grande rencontre sur la vie chère, incluant et le pouvoir public et la société civile et les partis politiques, serait une idée farfelue ou pas? Non. Pourquoi farfelue? Parce que quand les problèmes difficiles comme ça se posent à une nation, ceux qui gouvernent, ils ont pris conscience véritablement des difficultés, il faut qu'ils sollicitent l'apport, le concours de tous les autres démembrements de la nation. Une rencontre entre les gouvernants et les gouvernés, dans les compartiments qu'ils auront choisis, est une bonne chose. Mais moi, ce que je dis, ces rencontres-là, pour moi, sont utiles. Mais que ces rencontres-là, souvent, ne soient pas comme des cinémas qu'on fait. Parce que lorsque les gens sont en difficulté, ils créent justement ces genres de rencontres. Tout à s'attend très bien que ce que vous allez dire au cours de ces rencontres-là, ils n'en tiendront pas compte. Ils n'en tiendront pas compte. Lorsque vous provoquez une rencontre de ce genre, c'est que vous avez pris conscience véritablement qu'il y a problème dans ce pays. Le tissu social de notre pays est totalement en lambeaux. Nous sommes totalement démembrés. Le pays il y a un fossé aujourd'hui assez large entre les gouvernants ou ceux qui sont les possédants, ceux qui ont de l'argent, et les déshérités de tous les contrées. Mais ce fossé-là, si on n'arrive pas à le combler un jour, pas des discussions réelles et sincères pour trouver une solution pour sortir de la difficulté, demain, mais je ne sais pas ce qui va se passer. Nous avons fait des propositions, c'est vrai, mais lorsque ces propositions-là que nous avons lancées comme une bouteille à la mer, si ces propositions rencontrent justement l'adhésion de ceux qui nous gouvernent, oui, ça provoquera justement leur conscience politique pour que finalement ils recherchent avec nous comment il faut y trouver une solution.
Parce que dans tout ce que nous disons, la manière dont le pays est gouverné aujourd'hui, nous disons que la première mesure que l'État doit chercher à poser, l'acte primordial que le gouvernement doit poser, c'est d'abord de réduire le train de vie de l'État. Réduire le train de vie de l'État, parce que nous sommes un État pauvre. Mais envoyer des gens en mission, les faire loger dans des hôtels, combien d'étoiles, des billets d'avion première classe, etc., être dans les avions tous les jours, ici et là, tout ce qu'on est en train de faire là. Mais si on mettait un frein à ça seulement, mais on pouvait justement dégager une marge suffisante pour lutter contre la vie chère. Lorsqu'on constate aujourd'hui que la manière dont il y a des caisses noires partout, ici et là, si on réduisait justement la portée de ces caisses noires, on aurait pu peut-être dégager de la marge. Si on luttait contre la corruption, le pillage de nos économies, on peut dégager suffisamment de marge pour lutter contre la vie. Nous allons regarder certaines de ces propositions dans un instant, mais quand vous évoquez le train de vie de l'État, vous parlez des missions en un point fini, mais si ces missions-là sont nécessaires aussi pour la vie de la nation, que fait-on? Parce que là, le Togo a un certain nombre d'engagements internationaux. Ces engagements, est-ce qu'il faudrait les mettre sous éteignoir? Mais je ne le dis pas, mais prenez d'autres pays plus développés que nous. J'ai lu l'histoire de, comment il s'appelle déjà? C'est d'une dame d'un pays, je vais me rappeler du nom, je vais vous le dire tout à l'heure. Mais elle a raconté que lorsque vous allez travailler, vous utilisez les moyens de l'État pour aller et venir, mais dès que vous sortez du cadre du travail, vous prenez vos propres moyens. Vous prenez la plupart du temps, ils utilisent la bicyclette là-bas, le vélo. Et ils ne voyagent pas. C'est-à-dire que à la charge de l'État pour les besoins personnels. Or, regardez aujourd'hui ici, les véhicules de l'État, tout ce que nous avons comme patrimoine, machin, les gens l'utilisent comme des propriétés privées. Alors, il faut quand même qu'on commence à se mettre dans la tête que pour faire de l'économie, il faut avoir des comportements des gens qui ont envie de faire de l'économie pour le pays. Mais lorsque les biens sont là, chacun croit que le bien de l'État, bon, c'est le FIORA. Bon, le FIORA, bon, on n'a pas de compte à rendre. Est-ce que vous avez déjà vu dans ce pays où on est rendu, on a demandé ici, Y, de rendre compte justement de ce qu'on a mis à sa disposition pour une année donnée? Non, mais alors, si on est dans un pays où personne ne rend compte... Mais si par exemple, des comptes rendus sont faits à huis clos, savez-vous? On ne rend pas compte à huis clos. Le patrimoine qu'il utilise, notre patrimoine à nous tous. Quand on vote un budget, on nous dit l'État a tel... C'est public, hein? Le vote du budget, c'est public. Pourquoi le compte rendu ne doit pas être public? Lorsqu'on finit d'utiliser ces fonds-là, que ce soit même au niveau du département du chef de l'État, on lui a affecté un budget. Alors, à la fin, pourquoi on ne rend pas public comment cet argent-là a été utilisé? Pourquoi ça doit se faire en catimini? Alors que le budget a été annoncé et tout le monde a appris que voilà le montant qu'on a mis à la disposition. Ce que vous proposez, c'est nouveau. Ça n'a jamais été fait au Togo. C'est nouveau. Vous avez été même député. Et je ne sais pas si ça a été fait au niveau de la Assemblée nationale. Oh, bien sûr, bien sûr. À notre temps, on a dit, nous avons crié mille et une fois que, bon, mais c'est-à-dire que lorsqu'on finit une année budgétaire, il faut qu'on nous rende compte à l'Assemblée. Mais je ne sais pas, l'organe qu'on a chargé de venir faire ce compte-là, au moment où nous on était à l'Assemblée, ils ont commencé par des 4-5 années antérieures. Mais on a dit, mais c'est l'année passée. Le budget de l'année passée qu'on vient de finir là, qui nous intéresse dans le compte que vous faites pour que nous puissions apprécier comment l'argent a été utilisé. On dit, mais les choses se sont entassées. Alors donc, il faut commencer par ces années-là avant de venir. Moi, je ne l'ai pas vu depuis que moi je suis parti là. Un compte rendu régulier, correct, malgré tout ce que nous avons dit.
de l'utilisation de l'argent qui a été affecté à tous les départements au niveau du budget. C'est quelque chose de nouveau que vous proposez là et on verra ce qu'il en sera par la suite. Vous proposez autre chose aussi. Ces propositions ont été faites avant vous par un certain nombre de partis et d'associations également, à savoir par exemple l'augmentation du salaire ou encore le relèvement du SMIC. Est-ce que c'est possible? Puisque c'est dit depuis plusieurs mois, mais visiblement rien n'est fait dans ce sens-là, par notamment les autorités. Oui, mais ce n'est pas parce que ça fait plusieurs mois qu'ils ne l'ont pas fait qu'ils ne doivent pas le faire. Parce que ce n'est pas normal. Prenez aujourd'hui le Bénin comparé au Togo. Prenez le Togo comparé au Burkina. Le SMIC chez nous est de 35 000 francs depuis je ne sais pas combien d'années. Mais les autres pays ont relevé justement le salaire interprofessionnel garanti dans tous les pays. Pourquoi nous on ne peut pas le faire? Lorsque le salaire aujourd'hui des agents de l'État qui travaillent dans l'État, à qui on demande de la performance, lorsque cet argent, comparé aux difficultés actuelles, ne suffit pas à l'agent de boucler la fin du mois, et pour qu'il ne soit pas tenté d'aller puiser, voler dans les caisses de l'État, pour qu'on l'accuse demain de corruption, de ne pas quoi. Si on doit discipliner les gens, il faut leur mettre à leur disposition le minimum dont ils ont besoin pour pouvoir vivre correctement avant de travailler. Donc, si on parle aujourd'hui d'augmentation du salaire de tous les agents dans tous les secteurs, mais c'est compte tenu de l'évolution de la vie que nous constatons aujourd'hui, les difficultés de tout le monde. Alors, ce n'est pas parce qu'on ne l'a pas fait hier que l'État dira oui, mais bon, je ne l'ai pas fait hier, je ne le ferai pas aujourd'hui. Non, je pose la question parce que quand c'est fait, et on sait que dans le monde, aucun gouvernement ne voudrait voir ces populations pauvres, démunies et attristées. Hein? Visiblement, au Togo, ça fait des mois que cette proposition circule. Hein? Si ce n'est pas fait, cela voudrait peut-être dire que les autorités n'ont pas, ou l'État n'a pas assez de moyens pour pouvoir... Non, ce n'est pas laisser tomber cette histoire de moyens. C'est-à-dire que, moi j'ai dit, que lorsqu'on constate aujourd'hui, lorsque la manière dont l'État fonctionne, la manière dont les gens se comportent dans ce pays, ce qu'ils reconnaissent eux-mêmes, que la gestion, la gouvernance n'est pas correcte, mais s'ils prennent les dispositions les plus utiles pour arrêter ce qu'ils ont fait à un moment donné, ils peuvent dégager la marge pour augmenter le salaire de ceux qui travaillent pour l'État. Mais demain, si vous continuez à faire ça... Ceux qui travaillent pour l'État, ils sont à peine 1% de la population togolaise. Eh oui, mais non seulement il faut commencer quelque part. Ceux qui travaillent pour l'État, non seulement pour les agents de l'État, mais dans tous les autres secteurs, lorsqu'on pose l'acte au niveau de ceux qui travaillent pour l'État, il faut que les autres travailleurs de tous les secteurs, même dans le privé, il faut poser le problème à ce niveau. Il faut que tous tous ceux qui doivent bénéficier justement d'un apport quelconque de l'État pour produire de la richesse, les agriculteurs et tout ce qu'on connaît dans ce pays, mais on doit poser les actes à ce niveau-là pour que chacun se sente à l'aise. Parce que si nous ne travaillons pas, si les gens ne se sentent pas à l'aise pour travailler pour ce pays va un jour disparaître. Disparaître? Oui. Mais comment disparaître? Non, c'est-à-dire que disparaître, ce que je dis là, c'est que supposez demain que ce qu'on fait là, ça continue pendant encore je ne sais pas combien d'années. Mais il arrivera un moment où, je l'ai dit, prépare le découragement, prépare le désespoir, mais que les gens ne posent plus les actes qu'il faut pour la survie d'un État. Lorsque les citoyens ne sont pas motivés pour travailler, il arrivera un moment où vous allez voir, ils vont aller travailler, vous allez les voir au service, vous allez les voir dans tel secteur, mais ils ne feront absolument rien. Ce n'est pas ça. Mais il est certain, ce qu'on attend. Mais il est certain que cette conjoncture, elle va passer. Mais, pour que la conjoncture passe, il faut que les actes soient posés pour que la conjoncture serve à quelque chose. Si la conjoncture passe et que nous sommes dans la même dynamique de léthargie que dans le passé, qu'est-ce qui va changer? Rien ne changera. Vous
avez proposé également la lutte contre la corruption. Vous avez effleuré l'idée, et je vous ai arrêté, qu'il faudrait qu'on revienne là-dessus. Par ces temps difficiles, il semble que c'est sous les grandes crises que certaines deviennent beaucoup plus riches. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'on arrête ceux qui seraient tentés, par exemple, à faire des détournements, à voler, à être dans des scandales financiers? Ça me fait sourire. C'est-à-dire que quand on parle de corruption, on parle de pillage. De quelles ressources on parle? Ce n'est pas l'argent propre à celui qui est devenu riche. Celui qui est devenu riche naturellement, c'est son. Il a travaillé, il a eu de l'argent, bravo, il est riche. Mais lorsque quelqu'un va aller puiser dans les ressources de l'État, va aller dilapider les fonds de l'État, et on le sait, et on dit, mais bon, ok, on ne peut rien lui faire parce qu'il fait partie du cercle protégé. Alors, si tout le monde faisait pareil, voilà. Moi, je me rappelle du temps du père, du Yandema, père, général Yandema. Quoi qu'on dise, à cette époque-là, c'est le temps du parti unique. Mais nous avons, moi je suis avocat, il y a plusieurs dossiers qui ont circulé. Ou l'inspection comment vous appelez ça? L'inspection générale de l'État? L'inspection générale de l'État a un certain nombre de dossiers, des personnes ont été arrêtées parce qu'ils ont détourné de l'argent de l'État. À cette époque-là, il y a plusieurs dossiers où on arrêtait les gens parce que vous avez détourné de l'argent de l'État. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'on nage dans ça. Il y a des gens qui ont détourné, on le sait. Les noms ont circulé. Votre institution lutte contre la poussière. La poussière, là. Il y a des dossiers même que la poussière a envoyé au tribunal. Nous, on était au courant. Qu'on a pris tel dossier, tel dossier, et qu'on demandait au juge d'instruire. Et après, on a mis l'omerta sur ce dossier-là. Alors, depuis là, blackout. Personne n'entend plus rien au sujet de ce dossier. Mais si ceux qui volent l'argent de l'État ne sont pas inquiétés, ne sont nullement inquiétés, mais comment voulez-vous vous développer avec un pillage qui gangrène l'économie nationale? Vous allez vous développer comment? Avec quoi vous allez vous développer? Si les plus proches de l'argent peuvent le prendre sans que personne ne les inquiète, avec quoi vous allez vous développer? La vie chère, cette question a provoqué dans un certain nombre de pays des mécontentements et des gens sont arrivés même à manifester bruyamment dans les rues. Est-ce que c'est des situations qu'on peut craindre également pour le Togo? Mais vous savez, un peuple est un peuple. Un peuple que vous voyez aujourd'hui, là, totalement endolori, qui rase les murs, qu'on croit ne plus être capable de ci ou de ça. Le même peuple là, demain vous ne pouvez pas savoir ce qui peut arriver. Le même peuple qui vous adule aujourd'hui en vous étalant le pagne marcher dessus, mais si vous ne faites pas attention, le lendemain, c'est le même peuple qui va vous jeter des pierres. Alors, c'est pour ça que je dis, rien n'est acquis définitivement pour ce qui concerne un peuple. Le peuple peut réagir à n'importe quel moment. Il suffit d'un déclic. Il suffit d'un déclic pour que ça s'emballe. Je dis, je vais donner quelque chose pour juste vous faire rire un peu. Au temps où, une période donnée, où on était un peu dans la même situation. Je discutais avec un responsable politique du pouvoir. On dit, mais ce qu'on doit faire dans ce pays pour que ça marche, vous refusez de le faire. Mais n'attendez pas que les gens se mettent encore dans la rue pour le faire. Parce que si vous le faites en ce moment-là, les propositions-là, malgré ce que vous allez faire, l'effort-là, ils ne vont plus accepter. Et il a rigolé, il m'a regardé droit dans les yeux, il dit, mais vous croyez que les gens qui ont faim aujourd'hui, et ils vont se mettre encore dans la rue? Les gens sont fatigués de cette histoire de rue. Ils sont fatigués. Il dit, ah bon? Mais on a discuté de cette affaire-là, c'est peut-être un an ou un an et demi après que les mouvements de rue ont commencé avec Tikpi et qui a débouché sur la C14. Je l'ai rencontré un jour après, j'ai dit, mais ça fait un an et demi, on a discuté. Il a rigolé, il dit, mais bon, on ne sait pas ce qui est arrivé.
eh bien bon, ça ne se reproduira plus. Ça ne se reproduira plus. Ce n'est pas lui qui décide de ce qu'un peuple fera demain. On peut mettre les militaires dans la rue, on peut prendre toutes les dispositions, mais quand un peuple décide un jour de se lever, il se lèvera. Alors, moi, on a tellement connu de difficultés aujourd'hui dans ce pays que moi, je ne pense pas que c'est pas cette voie-là, pas des difficultés encore plus, enfin des difficultés supplémentaires que nous allons aller à la solution. Au moment où il est temps, réfléchissons, prenons les choses à bras le corps, courageusement et politiquement, pour poser les actes qu'il faut pour qu'on s'en sorte. Ce que moi je suis en train de dire là, je ne le dis pas parce que c'est de l'acrimonie, je pose les problèmes de mon pays. Les problèmes, honnêtement et sincèrement, je les pose pour attirer l'attention là-dessus, pour interpeller ceux qui peuvent intervenir, pour qu'on puisse trouver la solution au moment où il est encore temps. Voilà, c'est ce que je fais. Vous avez fait beaucoup de propositions. Il faut dire également que les autorités, comme je l'ai dit tantôt, ne sont pas restées les bras croisés. Par exemple, sur la question du contrôle des prix sur les marchés, et sur la question des postes de péage. Un certain nombre d'actions ont été posées, notamment par les autorités. Mais force est de constater que les prix ne continuent pas à augmenter. Cela suppose quelque part qu'il y a problème. Tout le monde se demande, est-ce que nous allons continuer par vivre cette crise jusqu'à la fin de l'année, traverser le mois de décembre pour aller en janvier? Mais selon vous, est-ce qu'il y aura quelque chose qui viendrait mettre fin à cette descente aux enfers? On peut le dire comme ça. Oui, c'est vrai que nous sommes dans un bon, difficile à maîtriser. Mais au moment où nous pouvons poser des actes pour ce qui nous concerne, chez nous, pour limiter les dégâts, il faut le faire. Parce que ce que vous dites là, les actes que le gouvernement a posés jusqu'à présent sont restés inaudibles. Parce qu'au même moment où on nous apprend qu'on a pris telle mesurette, on a pris ceci, mais l'augmentation, l'acte que les actes d'aggravation de la crise posés par le gouvernement sont 1000 fois plus énormes que les mesurettes qu'ils ont prises. Comment voulez-vous que ça finisse? Vous dites que vous avez pris... Vous m'allez parler spécifiquement de quel acte? Quand vous parlez de mesurettes vis-à-vis d'une situation donnée. Mais vous avez... C'est vous qui l'avez cité tout à l'heure. On a dit au grand marché, il ne faut pas... bon, les tickets des bonnes femmes doivent ceci... Pour vous, c'est une mesurette. Ça a quelles conséquences sur la crise que nous vivons, qu'on ne paie plus... Allez vérifier au marché si malgré ce qu'ils ont dit là, les gens ne paient plus de tickets de marché. Les gens continuent pas à payer. Allez vérifier. Alors, donc, mais en tout cas, cette affaire-là n'a pas eu de conséquences. On dit, les femmes ne vont plus payer les tickets de marché. On a suspendu pendant un temps. Et au même moment, une semaine après, on augmente le prix de l'essence. 3 mois après, on augmente à nouveau le prix de l'essence. Un mois après, on augmente le prix du gaz. Mais vous croyez que ce qu'ils ont pris au départ pour dire on ne fera plus ceci, ça a des conséquences? Au contraire, ils aggravent justement la situation. Pour ce qui concerne le gaz, par exemple, nous avons appris hier que c'est du ressort exclusif des sociétés privées. Donc nous allons vérifier. Mais c'est ce que nous avons appris hier. Oui, mais c'est-à-dire que les sociétés privées, depuis que on parle du prix du carburant et tout ça, le gaz est compris, mais c'est le gouvernement qui intervient justement pour réguler tout ça dans un pays donné. Pour subventionner surtout. Mais bien sûr, c'est l'État qui intervient dans tout. Mais on a appris également que le gouvernement a suspendu les subventions. Et conséquence, les sociétés ont augmenté nettement les prix. Ah ouais, mais si on laisse ça à la loi du marché, que les sociétés qui vendent le gaz, vous pouvez l'augmenter. Vous pouvez même aller de 11 000, là, vous pouvez l'augmenter si bon vous semble à 80 000, à 100 000. Donc, le libre cours à vous parce que la loi du marché. Alors, celui qui doit aller acheter le gaz, qui sont ceux qui sont en mesure aujourd'hui chez nous ici d'acheter un gaz, le gaz, la bouteille du gaz, ici, la bouteille à 20 000 ou à 30 000. Qui peut l'acheter? Alors, si l'État ne veut pas intervenir dans ce secteur-là et dit que c'est les sociétés privées, alors c'est une démission. J'avoue que c'est une démission. Nous venons de passer 45 minutes avec vous. Nous parlerons dans un instant de la lutte contre le terrorisme, puisque récemment, une rencontre a eu lieu
Allumé à la primature entre les partis politiques, ceux de l'opposition et le parti au pouvoir. Nous verrons ce que vous en pensez et puis si nous avons le temps, nous évoquerons d'autres sujets qui sont également dans l'actualité. Je rappelle les numéros de l'émission 96 50 34 37, 96 50 34 37 et puis 62 10 43 09 62 10. C'est une tradition que les auditeurs puissent à présent intervenir dans l'émission et participer par leurs questions. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, maître. Oui, parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Oui, ok. Bon, maître, bonjour. Bonjour. Ok, bon, la première préoccupation que je voudrais, parce que j'ai deux préoccupations. Oui. La première, c'est, je voudrais dire qu'avec le régime RPTI, il n'a aucune alternative pour faire régler cette crise qui sont en train de se là. Parce que, pour preuve, nous sommes dans ce pays où il a été, un ministre de la Justice a été à la barre. Alors, avec le régime de Sonia Singh, lui-même il a été limité sa capacité à la tête du pays. En tant qu'un exécutif, il devient à la place d'un négociateur. Tout ce que nous sommes en train de dénoncer, lui aussi, il met dans le rang et il dénonce ça. Ça veut dire qu'il ne peut plus. Maintenant, deuxième préoccupation, c'est ce que je voulais dire, en 2020, au cours de cette élection présidentielle, Maître Péron était ceux qui sont parmi les gens à demander des candidatures uniques de l'opposition. Ça a été choisi. Maître Péron a dit que non, il n'est pas content de cette candidature. Mais cette candidature a été aux élections et il a gagné les élections. Malgré ça, Maître Péron dit qu'il n'était pas toujours content. Mais avec cette situation que nous vivons aujourd'hui, Maître Péron, qu'est-ce que l'opposition peut faire pour qu'il y ait de l'alternance? Quelle vie que nous avons encore donné? Parce que depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, l'opposition a toujours gagné les élections, mais ne gagne pas le pouvoir. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'un juriste, un avocat, un politicien? Merci. C'est Pelé? Oui, Pelé. Oui, allez-y. Je peux? Oui. Ah, d'accord. Oui, merci, Monsieur Pelé, pour les questions que vous avez posées. Vous faites un constat. Vous dites que le chef de l'État lui-même dénonce la situation que nous connaissons aujourd'hui. Mais si rien n'est fait, donc ça veut dire qu'il ne peut rien faire lui-même. Non. C'est-à-dire que si un chef de l'État, un homme a donné, constate que je ne peux plus rien faire pour corriger les dérives dans mon pays, alors en ce moment-là, il n'a plus sa place là où il est. Il doit en ce moment-là démissionner. Mais je ne crois pas que le chef de l'État ait cette impression-là que je ne peux rien faire. Il peut encore quelque chose. C'est pour ça qu'il est chef de l'État. Il est le président de la République. C'est pour ça que nous l'interpellons. Il est déjà conscient, il sait de quoi nous parlons, mais nous demandons qu'il prenne les décisions courageuses et vigoureuses pour corriger justement ces dérives-là. C'est pourquoi nous n'allons jamais nous fatiguer de l'interpeller, de continuer à l'interpeller jusqu'au moment où il se décide à le faire. Surtout qu'il a pris conscience, comme vous le dites, du problème. Il faut qu'il aille. Il faut qu'on sache que c'est lui qui a le gouvernail. Alors, la deuxième question, vous revenez encore sur le problème de l'élection de 2020. C'est-à-dire que je l'ai dit, je le répéterai toujours. Candidature unique, moi je suis, c'est mon credo, c'est le credo de mon parti. Et nous l'avons dit, si nous avons renoncé à être candidats nous-mêmes en 2020, c'est parce que nous sommes sérieusement décidés à ce que l'opposition trouve un candidat pour l'opposition, pour aller à la présidentielle. Ça, c'est un acte fort que nous avons montré pour montrer notre sincérité par rapport à ce problème-là. Mais une chose est de vouloir la candidature, mais une chose est de dire « je ne suis pas d'accord de la manière dont ça a été fait ». Si nous cherchons un candidat uni pour l'opposition, nous disons ce choix-là doit être fait dans la sincérité, dans l'honnêteté, dans la droiture, sans tricherie. Mais tout le problème à mon niveau est là. Moi je suis engagé à poser un acte.
Mais ce n'est pas parce que quelqu'un veut me dribbler, veut m'imposer un choix qui n'est pas le mien, que je vais dire, ah oui, mais je veux candidature unique, on a dribblé, on a traficoté, et donc le choix est fait, allons-y. Non, je ne l'accepterai jamais, ni hier, ni aujourd'hui, je ne l'accepterai pas. Parce que si on doit faire les choses, faisons-le honnêtement. On ne doit pas choisir un candidat en excluant d'autres. On doit choisir un candidat en donnant les mêmes chances à tout le monde pour que la compétition soit régulière, pour qu'on fasse un choix. Et nous l'avons martelé longtemps auprès de celui qui a voulu nous aider à faire ce choix. Et nous avons dit, on ne peut pas choisir un candidat sans définir des critères dès le départ et qu'on élise les gens par rapport à ces critères. Ça n'a pas été fait. Alors, nous disons qu'on ne chasse pas l'obscurité par l'obscurité. Ce n'est que par la vérité qu'on peut chasser l'obscurité. Voilà. Allô? Allô. Bonjour. Monsieur Perron, Bonjour. c'est Madame Zita. Oui, Madame Zita, vous êtes à l'antenne, parlez un peu plus fort. C'est que j'ai de la médecine. Oui, on le sait, on sait. Mais ça merci pour vos explications. Je suis un peu soulagée par vos propos. Mais j'aimerais dire à nos dirigeants que quoi qu'ils fassent, on ne va pas se décourager. Oui. Ils vont piétiner comme chez eux. Nous sommes des Togolais comme eux. La façon dont ils vivent, ils sont à l'aise. Tout le monde veut vivre comme eux. S'ils ne veulent pas, un jour, ils peuvent dans se lever. Si les gens d'Agro se lèvent, les gens de Thévé, les gens de Niantibou, d'Apporté, se lèvent, malgré qu'ils ont des armes pour chasser, des gaz pour gazer les gens et tirer sur les gens, quand la population va se lever un jour, ils verront ce qu'ils font. Madame Zita, Madame Zita, oui. est-ce que vous avez été une fois dans la position de ministre ou de chef d'État pour savoir comment ils vivent, puisque vous pensez qu'on vit mieux en étant là-bas? Monsieur Pierrot, je voudrais vous faire savoir que je suis une fille de quelqu'un aussi dans ce pays. Et j'ai la chance d'aller visiter les grandes personnes, d'aller dans leur maison. Pour que leur chien mange, par ce même moment, ma famille, on n'avait même pas mangé cela. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Je le vois, on le voit. On n'a pas besoin d'aller le voir. On sait, les autres présidents, et qui se privent des choses pour servir le peuple. Et nous, et nous, au Ghana, par exemple, ici, il y a les gens de chefs de l'État du Ghana, il y a quoi? On veut le gaz, on n'a pas tout, on ne peut pas manger. Le gaz, le plus c'est le plus pour laver et garder la sauce et être en blanc, ça peut prendre des citronnelles, mettre un de sucre boire pour avoir la café, on ne peut rien tout. On va où, monsieur Pierrot? On est fatigué, nous sommes à bout. On a noté votre situation, votre état d'âme, Madame Zita. Une réaction après son passage. Oh, mais il a exprimé ce qu'il a sur le cœur. Hein. Ce que Madame Zita a dit, si vous interrogez tous les Togolais aujourd'hui, la grande majorité vous exprimeront ce qu'elle est en train de dire là. Je me demande ici aujourd'hui, dans notre pays, même ceux qui soutiennent, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, vous les interrogez dans le coin de leur maison. S'ils vont vous dire aujourd'hui qu'ils sont fiers, ils sont contents de ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui. Parce que l'augmentation du prix du carburant et tout ça, la vie chère, mais tout le monde subit tout ça là, dans sa chair. Peut-être qu'ils n'auront pas le courage de le dire comme Mme Zita, mais ils le ressentent comme tel. Aucun Togolais aujourd'hui n'est content de la manière dont le pays est gouverné. Alors, si personne n'est content, il est temps que nos gouvernants comprennent, entendent de ce cri de détresse des populations. Parce que nous sommes tous en détresse. Allô? Ah, Zita qui a cédé sa place à un autre auditeur, j'espère que nous allons pouvoir le retrouver. Allô? Bonjour. Je vais bien, vous-même. Oui, quel est votre nom? Merci, quel est votre nom? Dodi, depuis Daravé. Chaque fois, vous voyez les hommes qui vont gouverner ce pays comme notre papa là. Que Dieu lui remercie de ma part. Toute cette évolution qu'il a fait pour le gouvernement, il faut que le gouvernement ne fait pas. C'est ça qui peut nous sauver dans notre pays, le Togo là. Même si ne veut pas suivre ce qu'il a donné comme une bonne semaine, bien ce qu'ils vont faire.
pour qu'on tombe dans tout ce problème-là, quand les regarde, lui a déjà fait ce que Dieu l'a donné de faire. C'est un chemin que Dieu l'a tracé. Et il a amené ça ouvertement devant le public de collège. Il faut que le gouvernement fasse l'effort pour adopter tout ce qu'il nous a donné pour nous sauver dans cette situation-là. Sinon, nous sommes fatigués. Merci, Dodi, depuis Delavé. Delavé, c'est la préfecture du Zior. Oui. Là, ma fête, notre ami, il est parti. Il est parti? Oui. Je voulais faire allusion à la fête. Je ne sais pas si vous avez été. Non. Non. Préparé dans le même temps à Dino Cousin. Dans le Vaud, nous parlerons de Vaud d'ici la fin de l'émission, puisqu'il y a un sujet qui concerne la préfecture de Vaud et qui est inscrit également sur la tablette ici. Allô, après Dodi, on revient à Lomé. Allô, bonjour. Alors, bonjour. Bonjour. Votre invité, monsieur Dujapéron, Oui, Merci. mais quel est votre nom? c'est Messan depuis Sanguera. Messan depuis Zanguera. Mais allez-y. Pierrot, j'aimerais discuter avec l'invité du jour là. Oui, allez-y. Monsieur Denis, Oui. j'ai plusieurs fois cherché à vous raconter la chose quoi. Oui, si vous avez une situation ou une question particulière personnelle, vous allez rappeler à la fin de l'émission pour discuter avec lui. Si c'est personnel. Ok, merci beaucoup. Ok, bien, merci, monsieur Messan depuis Zanguera. Pour des questions qui sont exclusivement privées, personnelles, vous rappelez à la fin de l'émission. Après Messan, je crois qu'on va avoir un autre auditeur. Allô? Bonjour. 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 Oui. Bonjour. Oui, bonjour. Ouais, c'est un petit frère de vos grands qui t'appelle, il m'appelle Messan. Pardon? Je t'appelle de vos grands, son petit frère. Oui, le petit frère s'appelle comment? Messan. Oui. Ok, Messan, allez-y. Je voudrais rejoindre Madame Zita. Madame Zita a parlé que je voulais dire, je voulais compléter. Le gouvernement, tout ce qu'il est en train de faire, n'ont qu'à savoir qu'ils sont en train de faire 60 ans au pouvoir. Donc le peuple en a marre. Ils n'ont qu'à savoir que du sud jusqu'au Taban, elles sont les impôts. Et si les Togolais sont devenus rebelles, merci. Ça, c'est votre point de vue, Messan, depuis Vaughan. On ne peut pas dire aussi que du sud ici jusqu'au nord, personne n'aime le pouvoir, puisque quand on se réfère aux dernières élections, aux résultats de ces élections-là, on sait ce que c'était. Donc, les élections ont donné une majorité à ceux qui sont là au pouvoir actuellement. Une réaction quand même à ce que vient de dire Messan, qui dit qu'il est votre petit frère. Bon, mais Il est ça, votre petit frère de préfecture. je ne sais pas, je ne le connais pas personnellement, mais j'aurai l'opportunité, la joie de le connaître un jour. Oui, ils disent que, vous savez, les événements que nous connaissons aujourd'hui au Togo, depuis de longues années jusqu'à aujourd'hui, ont fait que les gens ont beaucoup de ressentiments sur le cœur. Les frustrations sont énormes. Et à répétition. Alors, cette frustration-là, nous disons et nous répétons, et ça, on l'a retracé abondamment dans notre déclaration liminaire de la conférence de presse de la dernière fois, que tant que ces frustrations-là demeureront et continueront à aller crescendo, mais notre pays risque d'avoir des difficultés demain. Parce que, Pierrot, dites-vous une chose. Vous avez dit qu'on parlera tout à l'heure du terrorisme et tout ça. En réalité, ce phénomène-là est un phénomène dangereux pour le pays. Est un phénomène préoccupant pour notre pays. Et nous avons dit que nous sommes d'accord pour qu'une lutte vigoureuse de tous les Togolais soit menée contre ce terrorisme. Mais lorsque vous entendez les gens en privé, moi, ça m'inquiète. Lorsque vous entendez les Togolais en privé, ça m'inquiète. Parce que ce phénomène qui vient là, parce que lorsque le terrorisme vient s'installer dans son pays, mais vous n'avez plus le temps de vaquer à vos occupations. Vous avez des morts, vous avez des destructions. Ça doit, en réalité, interpeller
tous les Togolais. Mais lorsque vous les interrogez, ou vous les entendez parler en privé, mais c'est quelque chose de vraiment préoccupant. Parce qu'en ce moment-là, ils expriment leur frustration répétée. C'est pour ça que nous disons... Mais comment faire pour que ces frustrations... Il faut y mettre un terme. En faisant quoi? Mais comment? Les frustrations, on connaît les origines des frustrations. Il faut mettre un terme à ces frustrations. Je prends le problème des élections aujourd'hui dans notre pays. Mais combien de fois on est allé à des élections, on est revenu avec des résultats où les gens contestent ces résultats. Et ça se termine toujours dans le chaos, par les bastonnades, par les mutineries, par les... C'est quoi? Alors, ça, c'est un certain nombre d'éléments dont on doit tenir compte. La manière dont le pays est aujourd'hui gouverné, on a parlé longtemps, abondamment tout à l'heure, de la pauvreté. On a parlé de la pauvreté, on a parlé de la vie chère. Dans un même pays où certains regardent les autres vivre bien, construire, je ne sais pas, des trucs à ne plus en finir, à posséder, je ne sais pas combien d'immeubles. Et lui, il est dans son coin, en train de graisser les dents pour trouver un repas par jour. Il ne peut pas. Alors, vous voyez que tout ça là constitue des sources de frustration. Bien, merci. Dont il faut en tenir compte. On reviendra sur les questions de frustration et les éventuels remèdes à y apporter. Le temps après Vincent qui nous avait appelé de Bougan de retourner au téléphone pour insérer un autre auditeur. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. C'est Taoufik. Taoufik, vous êtes à l'antenne. Je salue l'invité. Merci. Monsieur Apéron, bonjour. Bonjour, monsieur Taoufik. Et félicitations pour vos efforts aussi. Merci. Avec vos moyens, bon, je vous félicite. Merci. Bon, l'histoire du Togo, là, c'est difficile. Entre-temps, vous avez parlé de l'unité de l'opposition à ce qui concerne les élections. La semaine passée, le dimanche passé seulement, M. Pierre a reçu, je ne sais pas si je vais dire que c'est un programme, on a reçu un parlementaire, un député sur ce plateau, sur ce même plateau. Là où vous êtes assis, là, je vais poser cette question-là. Monsieur Apégon, oui. je vous dis que ce jour-là, j'ai mal à la tête. Mais Taoufik, quelle est votre question à Maître Apégon, puisque c'est lui qui est là? Parce qu'on dit que l'opposition va être unie à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Bon, quels que soient les résultats, ou bien nous sommes d'accord ou nous ne sommes pas d'accord, il y a une opposition à l'Assemblée nationale. Bon, on prend ça comme ça. Mais on leur pose des questions. Ils défendent même plus que quand les gens du pouvoir viennent sur les antennes, quand on leur pose des questions. Ils défendent plus le pouvoir plus que les gens du pouvoir. Comment est-ce que nous, les populations, comment est-ce que nous allons nous en sortir? Et puis, les élections sont organisées au Togo. Les gens sont à l'extérieur, en exil, tout ça. Comment est-ce que ces problèmes doivent être réglés avec ces histoires du terrorisme-là? Les gens sont à l'extérieur, les Togolais sont à l'extérieur en 2007 pour des opinions. Les gens ont donné l'opinion sur des radios, et puis ils ont fait 1 an, 2 ans, et plus en prison, et puis il n'y a pas de grâce présidentielle, tout ça là. Comment est-ce que ça peut aller là où on demande que le pays soit uni pour que les choses soient, les informations soient données avec toutes ces frustrations-là? Comment est-ce que nous pourrons s'en sortir avec tout ça? Taoufik, c'est noté, vous avez longuement parlé, on a noté l'essentiel. Lui aussi revient sur les questions de frustration. Il parle de la situation spécifique de certains Togolais qui se retrouvent à l'extérieur. Est-ce que vous voudrez bien réagir? Oui, c'est-à-dire que les propositions qu'on avait faites la dernière fois en parlant des frustrations, pour un début de réconciliation dans notre pays, pour la cohésion nationale demandée par le chef de l'État, nous avons dit qu'il y a un premier acte à poser en tenant compte des gens qui sont arrêtés aujourd'hui, des gens qui sont en prison, des gens qui sont en exil. Et il en a, M. Taoufik en a parlé abondamment.
Je dis le premier acte à poser par le chef de l'État, c'est de prendre une loi d'amnistie. La loi d'amnistie permet à tous ceux qui sont en prison aujourd'hui, les acteurs politiques qui sont en prison, eux-mêmes les premiers responsables, leurs militants et les autres, poser un acte, voter une loi d'amnistie pour que tout ce monde-là sorte de prison. Pour que tous ceux qui sont partis aujourd'hui de peur d'être arrêtés et qui sont à l'exil puissent rentrer au bercail. On a besoin de tout ce beau monde-là pour créer justement l'harmonie, la cohésion recherchée. Quand on nous demande aujourd'hui d'aller vers nos militants pour les sensibiliser à former corps avec les forces de sécurité, de défense et de sécurité pour lutter contre le terrorisme, oui, nous sommes d'accord, mais il faut poser un acte de décrispation du climat politique dans notre pays. Et c'est indispensable. Et c'est nécessaire. Ce que nous demandons là, on ne l'impose pas à qui que ce soit, mais en tenant compte de ce que nous vivons aujourd'hui. Il faut le faire. Parce que d'autres pays qui sont autour de nous l'ont fait. Et ils ont constaté que la décrispation du climat politique dans un pays est un acte fort pour mettre tous les concitoyens ensemble pour un nouveau départ. Et c'est ce que nous disons. Mais M. Tafik est revenu là-dessus, je crois que je la félicite. Vous avez dit au FDR que je cite que la cohésion sociale ne se décrète pas, et sans doute que vous liez à cette sortie, à la dernière rencontre qui a eu lieu à Lomé, à la primature, pour parler de terrorisme et l'envie ou l'ambition des autorités de créer une union sacrée au Togo pour lutter justement contre ce terrorisme-là. Je ne sais pas si l'FDR était dans la salle. Et bien sûr. Vous étiez personnellement dans la salle? Non, pas moi. Pas moi. Ok, pourquoi vous n'étiez pas là personnellement? Non, je n'étais pas là. On n'a pas dit que je dois être là. Non, en fait, c'est juste pour non, comprendre. on n'a pas dit que je dois être là. On a invité notre parti. Mais j'avoue que la manière dont la convocation est arrivée, nous avons dit, mais est-ce que réellement ceux qui nous gouvernent ont pris conscience des difficultés que nous avons aujourd'hui pour associer des gens à venir réfléchir avec eux? Parce que je vous le dis, l'invitation est arrivée à notre siège la veille. Moi, j'étais allé à une audience et je suis revenu, c'est vers 14h, 15h que j'ai vu l'invitation. Et on nous dit de nous présenter le lendemain à la primature. Mais si on respectait véritablement l'opposition que nous étions, pour un sujet aussi important, aussi crucial pour la vie de notre nation, on va attendre la veille pour nous balancer comme ça, la va-vite, une invitation qui nécessite une réflexion. Parce que si on vous invite à un rendez-vous comme ça, vous devez réfléchir pour dire, mais si j'y vais, comment je fais, comment j'articule mes propositions. On attend la veille pour s'inviter. Comme si, bon, c'est juste pour un acte qu'ils ont posé parce qu'ils sont obligés de le faire, pour demain justifier que oui, on les a invités. C'est eux qui sont venus ou ce ne sont pas venus. Donc, pour montrer votre mécontentement, vous avez envoyé, envoyé quelqu'un. Non, c'est un problème important. Notre parti ne peut pas manquer d'être à ce rendez-vous, mais j'avoue qu'il y a quelque chose d'anormal. Et l'interrogation qu'on a posée dans notre déclaration, est-ce que réellement ils ont pris conscience que nous sommes en difficulté, que le tissu social de notre pays est délabré? Est-ce qu'ils ont pris conscience? Alors, s'ils ont pris conscience, c'est tant mieux. Mais j'ai dit, mais la manière dont ils ont commencé ce truc-là, et puis après notre départ, on a appris que ils ont dit oui, la cohésion sociale est née, et on a voté un budget et tout. C'est ça, en réalité, la cohésion sociale? Nous retournons au téléphone. Je rappelle à Chris le Sauveur, qui lui aussi dit qu'il tente d'entrer en ligne, mais qu'il a des difficultés. C'est normal en réalité, c'est normal qu'il ait des difficultés. Nous prions qu'il puisse trouver finalement une place pour pouvoir entrer en ligne. Allô? Allô, bonjour Monsieur Pierrot. Ah ben, c'est pas Chris le Sauveur, ça c'est Waris. Waris, comment vous allez? Oh, nous allons très bien. Allez-y. Bonjour Maître Apévan. Oui, bonjour Monsieur Waris. Oui. Bon, peut-être je ne serai pas d'accord avec l'initiative qui vient de sortir, puisque le dimanche passé,
Djeri Tama. Et il a clairement dit pourquoi il ne ferait plus partie des regroupements politiques. Il a expliqué ça, il a pris son temps pour expliquer, il a donné des raisons. Donc je pense que nous n'allons pas faire de la gamme autour de cette question. Et c'est aussi ça la démocratie que nous défendons. Maintenant, ma question pour mettre à Pévon est que au Sénégal, Macky Sall est arrivé à avoir finalement la majorité à l'Assemblée nationale grâce à une voix de l'opposition. Quelle est cette réaction? Notre ami Waris, on a perdu, mais on a l'essentiel de son intervention. Pourtant, sur le Sénégal. Non, avant d'arriver à la question qu'il a posée sur le Sénégal, il a parlé de celui que vous avez reçu, dont Taoufik a évoqué le passage ici de Djeri Tama. Non, j'avoue que je n'ai pas écouté. D'ailleurs, vous n'avez pas... L'émission, je n'étais pas là, je n'ai pas écouté. Je ne savais même pas qui vous aviez reçu. C'est pour ça d'ailleurs que je n'ai pas répondu à ce qu'il a fait. J'ai constaté. Je n'ai pas répondu. Parce que je n'avais pas la substance de ce que la personne a dit pour le critiquer ou ne pas critiquer. Sincèrement, je n'ai pas voulu ouvrir... Vous avez raison, sinon vous allez créer des polémiques inutiles. Mais c'est un droit pour quelqu'un. C'est un droit. Il est responsable politique, il dit qu'il ne veut plus faire partie des regroupements, il a ses raisons. Donc c'est lui seul qui l'apprécie. Allons parler du Sénégal. Maintenant, le Sénégal, on dit, aux dernières élections, Macky Sall qui est au coude à coude avec l'opposition, a profité de la voix d'un député qui dit de l'opposition pour faire sa majorité. Et quels sont mes commentaires? Moi, c'est la démocratie sénégalaise. Celui qui a posé cet acte-là, il sait pourquoi. Bien que faisant partie de l'opposition, il est allé donner sa voix à la majorité. Ça, c'est lui seul qui peut le justifier demain face à son électorat. Ceux qui ont porté leur voix sur lui, est-ce qu'ils ont porté leur voix pour aller les balancer à la majorité? C'est lui seul qui rendra compte demain. Moi, je ne suis pas là pour le juger. Mais ce que je constate, au moins au Sénégal, c'est que l'union que l'opposition a réussi à matérialiser par ces élections fait aujourd'hui qu'il s'agit d'une opposition dont Macky Sall doit tenir compte. Et obligatoirement, s'il est obligé d'aller négocier en couloir pour trouver une seule voix, et ils sont fiers aujourd'hui de faire une majorité parce qu'ils sont allés négocier pour aller décrocher une voix de l'opposition pour faire la majorité, donc ça veut dire que lui-même il doit comprendre que non, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Une majorité pour un chef d'État doit être une majorité qui lui permet de gouverner. Mais ce qu'il est arrivé à faire là, ce n'est pas joué. Parce qu'avoir une majorité d'une voix pour le moment, ça ne lui permet pas d'être en sécurité demain. Allô? Allô. Bonjour. Bonjour, Félicite. Vous êtes à l'antenne, madame. Je tenais à appeler alors que je ne voulais plus jamais appeler les radios parce que on est ruiné de part en part. Le téléphone qui coûte plus rien dans le monde entier coûte pour 300% plus cher au Togo. Moi, je ne voulais plus appeler, mais bon. J'appelle juste pour demander à M. Ateva, le juriste, tout ce qu'on dit depuis 63, 90, 2005, 2017, tout ça là, des coups d'État répétés. Est-ce qu'il n'y a pas des articles dans la Constitution? Même si le chapitre, si la chapitre tous les jours même, il n'y a pas des articles dedans qui donnent le gouvernement, qui se livre à tout ça là, à l'oppression, à tout le reste. Personne n'en parle, même pas les politiques. Il y a des articles, comme en Afrique ici, comme partout dans le monde, on suit la constitution de la France. En France, tout ce qui se passe au Togo là, même, je sais pas, ça ne pourra jamais se passer en France. Il n'y a pas des articles, énumérez-nous quelques articles pour
que les Togolais se portent partie civile et portent plainte contre le gouvernement. Merci. Mais merci, Madame Essie. Allez-y. Madame Essie, bon, je la salue au passage. Tout ce qu'elle dit là, ça prouve à quel point elle est en courroux. Parce qu'en réalité, lorsque nous avons vécu pendant longtemps sous le joug du parti unique dans ce pays, et pour passer finalement au multipartisme, eh bien, on a voulu faire en sorte que la constitution que le peuple s'est donnée à l'époque là, cette constitution soit respectée. Cette constitution, pour avoir la paix, la sérénité, l'harmonie dans notre pays, pour aller aux tâches de développement. Parce que nous avons été ralentis pendant longtemps par le parti unique, avec des citoyens qu'on a mis dans la rue pour danser au lieu d'aller travailler. Bon, nous avons cru qu'on allait corriger cet art-là avec notre entrée dans le multipartisme. Malheureusement, ceux qui étaient au pouvoir, ils ont utilisé des artifices pour modifier la loi fondamentale qu'on s'est donnée à l'époque et pour se maintenir. Et c'est pour ça qu'ils ont modifié, remodifié plusieurs fois la Constitution togolaise. Et la raison de dire qu'en réalité, au moment où on se donnait cette Constitution-là, personne n'a imaginé que cette capacité du pouvoir à résister et pour modifier cette Constitution-là existe. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, le constat est là, parce que ces choses-là arrivent, je le dis aussi en passant, que ce n'est pas notre propre faute aussi. Ceux qui ont voulu que les choses changent chez nous, qu'on entre dans une nouvelle ère démocratique, plus démocratique, mais ce n'est pas notre faute que ces modifications sont arrivées sans résistance de certains d'entre nous. Alors, aujourd'hui, la situation est là. Comment faire pour remettre les choses à l'endroit? Parce que les choses sont à l'envers. Mais comment faire pour que finalement nous dotions de quelque chose qui puisse nous assurer la pérennité? Moi, je crois que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, et permettre à tout le Togolais de revenir. Mais le désastre que tout cela a créé pour les concitoyens, on aura le temps demain pour parler des dommages collatéraux que tout cela a créé. Mais lorsque la situation est là, vous vivez dedans, ceux qui ont modifié, ils sont dedans. Tant que la situation n'aura pas changé, je ne sais pas quelle juridiction vous avez aujourd'hui au Togo pour aller porter plainte devant quel juge. Parce que les juges aujourd'hui, la manière dont ils se comportent, dès qu'il s'agit du pouvoir, la manière dont ils se comportent, on le sait. Donc avec le même régime au pouvoir, qui a la même mise sur tout, porter plainte, je ne sais pas quel résultat que vous aurez. Allô? Donc attendons tranquillement que les choses changent et on verra. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, M. Pierrot. Oui, votre nom? C'est? Kofi. Oui, Kofi, allez-y. Bonjour, le maître Pévon. Oui, bonjour, monsieur Kofi. Maître, je voulais vous supplier. Pardon? Je voulais vous supplier. Oui. Que ça fait longtemps que le Togo est comme ça ne vous dit rien. D'être en groupe ou bien pour faire quelque chose que le Togo sorte de cette situation-là. Moi, je dis ça là. C'est ça qui me crée l'occupation la plus évidente, quoi. Il faut faire un groupe pour que ceux-là aussi quittent un peu. C'est pas ça. C'est ce que moi je voudrais vous demander, quoi. D'accord. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et ça, on y réfléchit parce que constituer un regroupement aujourd'hui, pour nous, est une nécessité. On n'a d'ailleurs pas le choix. Mais compte tenu des regroupements qu'on a constitués dans le passé, qui se sont, qui ont disparu au fur et à mesure, nous avons dit, pour entrer maintenant dans un nouveau regroupement, il faut réfléchir pour savoir qu'est-ce que nous faisons avec ces regroupements. Qu'est-ce que dès le départ, qu'est-ce que nous écrivons? Qui sont d'accord pour faire la chose de la même manière? Mais ne pas le faire, nous regrouper seulement dans la rue, crier, et puis nous disloquer après, ça crée encore plus de frustration pour les populations. C'est pour ça que s'il doit y avoir regroupement demain, qu'est-ce qu'on met dedans? Est-ce qu'on met une alliance électorale dedans? Qu'est-ce qu'on met derrière? Quelles sont les lois, les sanctions
Et tout ça, là, il faut avoir un test et discuter véritablement pour mettre les gens dehors avant d'aller à un nouveau regroupement. Mais ça doit se faire. Un auditeur, allô? Oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour. Oui. Roger de Kégué. Oui, Roger, allez-y. Oui, bonjour à Maître Apouvon. Oui, bonjour. Est-ce qu'il ne voit pas qu'il y a un problème de culture spirituelle qui manque à la classe politique de chez nous? Dans ce sens, que les gens s'intéressent tellement à l'enrichissement, au matériel, qui devait être des moyens d'accompagnement pour un pouvoir, pour gérer, mais ça devient une finalité, un but. Hein? Au lieu de rendre heureux une majorité de la population, les gens passent leur temps à s'enrichir, passent leur temps à s'occuper de leur propre ventre, et on laisse le peuple dans la misère, on laisse la souffrance. Est-ce que ça les grandit? Est-ce qu'ils grandissent? Est-ce qu'ils voient pas? Est-ce qu'ils voient la mort? Ils voient comment les gens abandonnent tous ces biens accumulés, ils s'en vont. Hein, on te fait sortir par une petite porte, on t'envoie. Et est-ce qu'il y a une culture? Est-ce que les gens réfléchissent? Que quand on impose, c'est avoir l'opportunité de servir un plus grand monde, un plus grand peuple, pour grandir, pour s'élever. Mais malheureusement, c'est pas ce qu'on ressent. Et c'est terrible. Donc nous avons l'impression, nous avons les débuts au niveau des églises et des religions, mais on a l'impression qu'ils emprisonnent ils prennent les populations en otage en disant que Dieu va faire, on prie pour vous, pour ce que vous devez réclamer à l'État. On vous laisse prier, on vous fait prier, des histoires comme ça. Il faut qu'on laisse les gens vraiment s'émanciper, se libérer, avancer un peu. Roger, c'est noté. Mais est-ce qu'il y a une place pour ce type de discours en politique? Oui, mais Roger, il a dit des choses essentielles. Oui, mais... Il a dit des choses essentielles. Et je souhaiterais le rencontrer un jour pour approfondir ce qu'il a dit. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit. Parce qu'en réalité, franchement, lorsque vous vous engagez en politique et que vous décidez de faire le bonheur de vos populations, ce n'est pas les biens matériels que vous allez acquérir qui doivent être le leitmotiv, qui doivent vous guider dans le choix que vous faites. Mais il a dit malheureusement que dans la plupart des cas, que ce soit au Togo ou ailleurs, en Afrique, la plupart du temps, les gens viennent et ce qui les préoccupe, c'est comment amasser les biens. Et ils ne rendent même pas compte. On a demandé depuis un certain moment à tous ceux qui nous gouvernent d'aller faire leur déclaration de biens. Il paraît que jusqu'à présent, aucun n'est allé là-bas. Alors, parce qu'ils craignent que demain, ça puisse les rattraper. Eh bien, ce qu'il a dit qui est essentiel que je retiens, quand vous prenez aujourd'hui ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ceux qui sont à l'opposition, je peux dire, tous les Togolais, mais chacun de nous dit qu'il est membre d'une religion. Alors qu'en religion, on prône l'amour, on prône le bien de l'autre, faire le bien, avoir de la compassion pour l'autre. Eh bien, je me demande comment on peut être croyant, que ce soit catholique, n'importe quelle religion, être musulman, être au pouvoir aujourd'hui ou l'opposition, et voir les autres souffrir, être dans cette misère-là, et demeurer insensible. Non, mais alors, en ce moment-là, quel Dieu nous adorons? Quel Dieu nous adorons dans ce cas-là? Quand c'est dit de cette façon aussi, est-ce que c'est pas trop simple? C'est quoi? Mais quand vous dites que les autorités sont insensibles, tu peux t'en croire que ces autorités-là restent les bras croisés. Face à la situation, elles prennent des initiatives. Je dis, mais la plupart d'entre nous disons que nous adorons Dieu. Si nous adorons Dieu, ça nous oblige à tendre la main aux plus démunis, aux plus... Vous parlez de solidarité, hein, mais bien sûr, on ne peut pas construire un pays sans solidarité. On ne peut pas le faire sans solidarité. Or, les gens qui sont dans la misère aujourd'hui, et qui sont désespérés, qui n'ont plus d'avenir, ils appartiennent aussi à notre nation. Alors c'est pour ça que moi, la question posée par... L'angle sur lequel M. Roger a posé le problème, moi ça m'intéresse. Il faut que chacun doit se laisser interpeller par sa conscience. Aujourd'hui, dans ce que nous sommes en train de faire, pour changer justement le cours des événements. Et ne pas nous contenter seulement de la jouissance du pouvoir. Jouir du pouvoir et laisser les autres
comme ça dans l'inconnu, ce n'est pas quelque chose de bien. Et c'est pour ça que demain, personne ne peut savoir ce qui peut arriver. Merci beaucoup. Il nous reste environ 5 minutes. Nous avons dit un mot de la préfecture de Vaud, puisque récemment, des femmes de cette préfecture-là ont été victimes d'accidents. Une partie des victimes vient justement de la préfecture de Vaud. Et par la suite, des initiatives ont été prises dans cette préfecture pour venir en aide aux morts de Bako. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point? Oui, monsieur Pierrot, ces dames qui sont allées, qui vont souvent à Wahala pour aller acheter des produits qu'elles viennent revendre dans les marchés de chez nous, ce jour-là, elles sont parties juste pour, dans le cadre de leur commerce. Elles ont péri de manière assez dramatique. Il y a un nombre énorme de décès, de femmes décédées dans cet accident-là. Aux dernières nouvelles, elles sont totalement, aujourd'hui 14 décédées, et les victimes sont au-delà encore d'une dizaine. 7 sont encore à l'hôpital, à Fagna, au CHU Sylvain Olympio, au pavillon militaire. Mais quand nous avons appris la nouvelle au niveau de la préfecture, nous avons lancé un appel à tous les fils du milieu. Et spontanément, mais ils ont répondu à l'appel. Moi, c'est un essai que j'ai voulu faire en disant, tous ceux qui sont de la préfecture, que vous soyez de tel parti, ce n'est pas une question de positionnement politique. Tous, que ce soit de UNIR, que ce soit de FDR, de n'importe quel autre parti, et même ceux qui ne sont pas membres d'un parti politique, ils ont répondu à l'appel. Et ils ont contribué, même ceux qui sont au niveau de la diaspora. Beaucoup sont au niveau de la diaspora qui ont contribué. Avec cet argent, nous avons circulé dans les hôpitaux pour aller remettre ici à Lomé, à Fagna. On a même à Ngotien, où se trouve le conducteur du véhicule. On a remis de l'argent. C'est-à-dire que le conducteur du véhicule, il s'en est sorti? Il s'en est sorti, il n'est pas mort. Donc on a donné notre participation à tout ce moment-là. Et la semaine qui va venir, on se prépare à aller dans les maisons qui sont en deuil. Les familles qui ont perdu un membre au cours de ce drame-là, on se prépare également à aller vers ces familles-là pour apporter un peu de soutien à toutes ces familles-là. Parce que dans ces familles, il y a des enfants, aujourd'hui peut-être à bas âge et tout ça. Ce qu'on va apporter, ce n'est pas ça qui va résoudre leurs problèmes, mais c'est notre compassion, c'est symbolique, et qu'on va apporter. Et même les victimes qui sont sorties de l'hôpital, qui sont à la maison, on va leur apporter ce qu'on peut. Donc, les contributions continuent à arriver, et c'est notre manifestation de solidarité pour ces victimes-là, parce que nous savons ce que ces femmes-là représentent pour nous dans la préfecture. Parce que c'est des femmes qui se battent. C'est des femmes valeureuses, vigoureuses, qui ont donné justement tout ce qu'elles peuvent donner comme énergie pour venir au secours, justement, pour la survie de leur famille. Donc on ne peut pas prendre ça et puis rester insensible. C'est pourquoi nous avons posé cet acte-là. Et nous avons été heureux de voir que les gens ont répondu favorablement à ce Merci beaucoup, maître, d'être venu. Il nous reste quelques secondes. Un mot pour la conclusion. Non, la conclusion que je vais tirer, c'est je reviens toujours à nos gouvernants. Je leur ai dit, on a fait une série de propositions, on en a fait 5. Les 5 propositions qu'on a faites, surtout en commençant par la décrispation du climat politique de notre pays pour créer un début de réconciliation, je crois que c'est quelque chose d'important. Parce qu'il ne peut pas continuer à nous martyriser, à nous isoler, à vouloir faire taire tout le monde dans ce pays par la brutalité et chercher en même temps la cohésion nationale. La cohésion nationale a du prix. C'est une stratégie, c'est une volonté politique. Il faut y mettre de la volonté. Il faut faire en sorte que ce pays se réconcilie avec lui-même demain pour aller au développement. C'est l'appel que je lance solennellement et je crois qu'ils nous ont entendus. C'est sur cet appel donc que nous clôturons cette émission, le D12 d'aujourd'hui. S'achève. Merci à Romaric Freitas pour la mise en onde technique. Moi je suis Pierre Roitiobé. Bon dimanche à tous. Au revoir.
La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.